Mercredi 16 décembre 2020, à Cagnac-les-Mines, près d'Albi. Il est un peu plus de 4 heures du matin. Nous sommes chez Delphine et Cédric Jubilard. Et normalement, à cette heure-là, tout le monde dort profondément. Cédric Jubilard est réveillé par les pleurs de sa fille qui a 18 mois. Il pense qu'elle a probablement perdu sa tétine. Il se lève, il constate que sa femme n'est pas dans la chambre et il constate aussi qu'elle n'est pas dans le salon. Et là, il se rend compte que Delphine n'est plus dans la maison. Cédric Jubilard, le père de famille, s'aperçoit aussi que leurs 2 chiens sont à l'extérieur de la maison et cela n'est pas normal. En ouvrant la porte, il aurait constaté la présence de ces 2 chiens. Lui laissant à penser que Delphine avait pu éventuellement les sortir dans la soirée alors que lui dormait. Que les chiens étaient revenus, mais pas Delphine. Il explique alors avoir essayé de la contacter. Pas de réponse. Et là, il envoie des messages à ses copines, pensant qu'elle était chez elle. Problème. Les amis n'ont absolument aucune idée d'où se trouve Delphine. Il la cherche partout, il est 4h30 du matin, elle s'est littéralement volatilisée. Delphine Jubilard est une jeune infirmière de 33 ans. Maman de 2 enfants, en bas âge. Et depuis cette nuit du 16 décembre 2020, celle que les médias ont surnommée la disparue du Tarn n'est toujours pas réapparue. Je pense qu'elle représente Monsieur Tout-le-Monde, la mère de famille idéale, vous savez. Et une disparition de la mère de famille idéale, c'est toujours inquiétant pour tout un chacun. On ne rentre pas dans une histoire de disparition classique qui se règle dans les 48 heures ou ne serait-ce même dans les 2 mois qui suivent. On est à plus de 3 mois et à ce jour, on n'a toujours pas de réponse. C'est une disparition tout à fait mystérieuse. Il n'y a pas de corps, on n'a pas retrouvé la moindre trace, moindre indice. Donc toutes les pistes sont ouvertes, aucune n'est totalement refermée. Delphine Jubilard serait-elle partie volontairement pour changer de vie? A-t-elle été victime d'un enlèvement? Et son mari dit-il la vérité? Nous avons enquêté sur l'énigme Delphine Jubilard. Notre objectif, mieux comprendre les zones d'ombre de son incompréhensible disparition. Depuis la disparition de Delphine Jubilard, sa famille ne s'est pas exprimée. On sent bien qu'il y a une omerta absolue sur le cas de Delphine Jubilard. On le sait aujourd'hui, Delphine souhaitait partir, souhaitait quitter son domicile. Elle avait pris goût à plaire à d'autres hommes. Très très chauffé, il est monté dans les tours. Quand je suis allée, c'est vrai que ça m'a un peu choquée. Peut-être que ça l'a rendu fou. Le mari, statistiquement, c'est souvent le coupable. Les gendarmes ont fait. Vous voulez le petit, soyons sérieux, vous cherchez la merde ou quoi? Il est à présent 6 heures du matin, ce mercredi 16 décembre. Alertés par le mari, une demi-heure plus tôt, les gendarmes sont déjà au domicile du couple. Et ils cherchent à retracer les dernières heures de la disparue. La gendarmerie est extrêmement réactive. L'appel est pris manifestement au sérieux. Il déclare aux gendarmes que Delphine ce soir elle ne travaille pas, comme toute la semaine d'ailleurs, puisqu'elle avait posé ses congés pour pouvoir préparer les fêtes de Noël. D'après la version fournie par Cédric Jubilard lui-même, il serait donc allé se coucher vers 22h30, laissant Delphine et son fils devant la télévision. C'est un mardi soir, il n'a pas école le lendemain. Et à 23h, elle va coucher l'aîné. Et d'ailleurs, lui aussi le dit, puisqu'il a été entendu aussi par les enquêteurs. Il se souvient d'avoir embrassé sa maman, de lui avoir fait un câlin, bonne nuit, à demain. Selon son mari, Delphine serait sortie uniquement avec sa doudoune blanche et son téléphone. Sans argent ni papier, elle n'aurait pas pu aller bien loin. Alors forcément, tout le monde pense qu'elle a fait une mauvaise rencontre. Et alors que la nouvelle se répand,
le petit village de Cagnac-les-Mines, où la famille Jubilard habite depuis 2014, change de visage. Les journalistes dépêchés sur place constatent que les rues sont inhabituellement désertes. Cette disparition paraît très inquiétante et j'y vais le dimanche. Je trouve très peu d'habitants dans Cagnac. Les familles ont eu peur, puisqu'ils se sont peut-être dit, à tort ou à raison, bien qu'un rôdeur pouvait comme ça passer dans les rues la nuit à Cagnac-les-Mines. Et pourquoi pas s'en prendre à eux, à elles. On a senti qu'il y avait un genre de psychose, de grosse inquiétude. Cette électricité bizarre là où tout le monde devenait un peu suspect, quoi. Il faut dire qu'au démarrage de l'enquête, la piste du rôdeur semble bien se confirmer. En effet, les gendarmes ont mobilisé leurs chiens renifleurs. Ils ont suivi la trace de Delphine Jubilard, et ce n'est pas très rassurant. Car les chiens vont désigner le trajet de Delphine entre son domicile et ce panneau stop. Le chien va suivre un parcours d'environ 200 mètres et il va s'arrêter à un stop. Et à partir de là, on ne sait pas très bien ce qu'elle est devenue. Est-ce qu'elle est montée dans une voiture? Est-ce qu'elle a été enlevée par un prédateur sexuel? On n'en sait rien. Mais pour tous ceux qui connaissent les lieux, cette première hypothèse, celle de la mauvaise rencontre, ne semble pas tenir la route. C'est un lotissement qui est relativement dense. Les habitations sont proches les unes des autres. Et donc, on a du mal à imaginer comme ça qu'une personne puisse être enlevée au cours d'une promenade nocturne sans qu'il y ait le moindre bruit. On est en plein couvre-feu, donc les déplacements en voiture sont en théorie interdits. À Cagnac-les-Mines, entre 23h30 et 4h du matin, c'est pas l'A62, il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a personne dans la rue, il n'y a pas d'animation, c'est en dehors du village, c'est en dessous du village. Aller se poster là pour imaginer attendre une proie, j'y crois pas du tout. Pourtant, un autre élément entre les mains des gendarmes va jeter le trouble. C'est le bornage du téléphone portable de Delphine Jubilard, seul effet personnel avec lequel elle serait partie. Pascal Maes est expert en téléphonie auprès des tribunaux. À notre demande, cet ancien gendarme a examiné la configuration locale. Le téléphone, forcément, si elle est sortie avec, on va supposer qu'il était allumé. Donc s'il est allumé, il borne. C'est-à-dire là, en l'occurrence, si on regarde la configuration, la maison, c'est le carré rouge. Si on regarde les relais, il y en a un qui est à 500 mètres à l'est, on va dire, le relais sur lequel il a l'habitude de borner. Ce relais au centre du village, sur le château d'eau, c'est ici que s'est connecté le téléphone de Delphine Jubilard lorsqu'elle était chez elle. Or, cette nuit-là, son smartphone va ensuite se connecter à un deuxième relais, à l'écart du village. Le téléphone borne pour la dernière fois sur un relais qui est situé à 2 km du centre du village. Ici, on a un relais qui lui est à 2,3 km à peu près, 2,3 km, 2,4 km. Et quand on descend, on s'aperçoit ici qu'on a un grand nombre de relais, dont le plus proche est à 2,39 km et le suivant aux alentours de 2,60 km 70 quoi. Le dernier signe qu'a donné le téléphone de la jeune infirmière avant de s'éteindre indique une direction, voire une zone de recherche. Seulement cette zone n'est pas si simple à explorer. La zone dans laquelle elle a disparu, c'est une zone très accidentée, où il y a un très grand nombre de mines et où, pour une personne mal intentionnée, on pourrait trouver de très nombreuses cachettes. Pour ratisser le secteur, de gros moyens sont déployés. Les gendarmes prennent l'affaire au sérieux dès le départ. On a 80 militaires de la gendarmerie sur le terrain, une équipe cynophile, un drone, des plongeurs, un hélicoptère. Mais une semaine après sa disparition,
Delphine Jubilard est toujours introuvable. Toute la région est suspendue aux avancées de l'enquête et s'inquiète du sort réservé à cette jeune femme que rien ne prédestinait à faire la une de la presse. Elle a passé toute son enfance, son adolescence à Gaillac. Ensuite, lorsqu'il a fallu intégrer une école d'infirmière, elle est allée à Albi. Son premier emploi, c'est à la clinique d'Albi. C'est ici, à la clinique Claude Bernard, que Delphine travaille depuis ses débuts, il y a 10 ans. Elle accompagne notamment des malades en fin de vie. C'est quelqu'un qui faisait l'unanimité, semble-t-il, autour d'elle. Pour sa gentillesse, pour sa douceur, pour sa sympathie. C'est quelqu'un de très studieux. Mais après, à côté de ça, elle était quand même assez rigolote. Elle aimait bien faire la fête, tout ça. C'est une jeune femme qui a des goûts relativement simples, dans lesquels chacun peut se retrouver. C'est une personne comme il y en a plusieurs centaines de milliers en France. Alors, lorsqu'une semaine après sa disparition, les gendarmes décident d'organiser une immense battue, ce sont près de 1800 personnes qui répondent présentes. Les gendarmes étaient presque dépassés parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc vous êtes très nombreux, donc il faut qu'aucun mètre carré que vous allez fouler ne soit pas fouillé. Et donc ils ont organisé des zonages et ont pu fouiller une plus vaste zone que ce qu'ils avaient fouillé à 50, quoi. Mais pour les journalistes présents, cette battue laisse toutefois une étrange impression. On se rend compte très vite qu'il y a manifestement deux clans qui vraiment s'opposent. On a d'un côté le clan Delphine Beausaguel, de son nom de famille, et le clan Cédric Jubilard. Les deux familles ne se mélangent pas du tout. Et à aucun moment, ils se connectent. À aucun moment, ils vont chercher ensemble, main dans la main. Comme s'ils ne se parlaient pas, comme s'ils s'ignoraient, alors que logiquement, au moins pour l'occasion, ils auraient pu œuvrer ensemble. Tout ça mettait une ambiance assez particulière sur cet événement. Et ce n'est pas le seul élément qui va intriguer les observateurs. Depuis la disparition de Delphine Jubilard, sa famille ne s'est pas exprimée. Il voit plutôt d'un bon œil que les médias soient là pour parler des recherches, etc. Mais dès qu'il s'agit de s'entretenir avec les uns et les autres, c'est un refus catégorique. On fera des déclarations le moment venu. On sent bien qu'il y a une omerta absolue sur le cas de Delphine Jubilard. La première chose qui nous vient à l'esprit, ils sont touchés par la disparition d'un être cher, donc ils n'ont pas la tête à se répandre sur les médias, ce qu'on peut comprendre. Ou alors, il y a aussi un secret, quelque chose qui ne doit pas être divulgué, une affaire, un événement qui ne doit absolument pas sortir de la famille. Deux clans, deux familles qui se taisent et le mystère qui s'épaissit. Très vite, un homme se retrouve au centre de toutes les attentions. Cédric Jubilard, le mari de Delphine. Je crois que Cédric Jubilard est l'un des seuls personnages qu'on voit, puisqu'il est notamment filmé et photographié. C'est le visage, finalement, de cette famille Jubilard, le seul visage auquel les médias et le public a accès. Tous les regards sont braqués vers lui, bien sûr. Forcément, c'est la dernière personne connue à avoir vu Delphine. Le mari, statistiquement, c'est souvent le coupable. Et donc les gens se disent, c'est forcément lui. Il a le costume du parfait suspect. Il faut dire que Cédric Jubilard n'est pas très bavard. Il se fait discret, voire fuyant. Cédric, la première fois que j'essaie de l'aborder, il est recroquevillé sous son bonnet, sa capuche et son écharpe. Et il est entouré des siens, et dès qu'il y a des gens qui s'approchent de lui, ils sont de suite fusillés du regard. Patrick Hisson est l'un des rares journalistes à avoir pu l'approcher le jour de la battue. Pour lui, cela ne veut pas forcément dire que l'homme a quelque chose à se reprocher. On est quelques collègues devant la maison de la famille Jubilard. Et tout de suite, alors qu'on se rapproche pour éventuellement solliciter une interview, il nous dit cette simple phrase « Je me sens perdu, je veux qu'elle revienne ».
Et il rajoute derrière aussi, parce qu'il sent déjà tout ce poids de ce village qui pèse sur lui, qui bruise de rumeurs, il me dit « Je sais que l'immense majorité du village pense que je suis le coupable ». Le village et bientôt la France entière. D'autant que vient de se terminer de manière spectaculaire une autre affaire qui pourrait lui ressembler étrangement. On sort de quelques semaines après l'affaire Jonathan Daval. Cette personne qui jouait les mariés pleurait lors de la disparition de sa femme et qui, on se rend compte au bout de 3 mois que c'est lui qui l'a tué. Bon, voilà. Évidemment, on fait des raccourcis. Dans le cas de l'affaire Daval, on a une jolie blonde qui est partie faire un jogging. On va retrouver un peu plus tard morte. Et là, on a une jolie femme brune qui quitte la maison pour aller promener ses chiens. Et à chaque fois, c'est le mari qui prévient les gendarmes. Alors, le même scénario se répéterait-il ? Cédric Jubilard serait-il un nouveau Jonathan Daval ? Sur les réseaux sociaux, c'est un déferlement. L'homme est cloué au pilori. Cédric Jubilard va être rapidement visé sur les réseaux sociaux par un certain nombre d'accusations extrêmement graves, simplement parce que lui ne s'est pas exprimé et que, évidemment, ça offre le flanc à un certain nombre de thèses contre lesquelles il ne s'est jamais réellement élevé. Parmi ces accusations, il y a un style de vie qui dérange et les apparences d'un jeune marginal. C'est vrai qu'il a un profil aussi de consommateur très régulier de stupéfiants, cannabis, herbes. Tout ça, il ne s'en cache même pas. Sauf que dans la rumeur publique, de toxicomane à coupable idéal, il n'y a qu'un pas. Les gens ont vite fait de faire un raccourci en disant de toute façon, à partir du moment où il fume des joints, ça peut être que lui l'assassin. Ah non, le raccourci est totalement aberrant. Regardez les statistiques des consommations de cannabis chez les moins de 35 ans. Alors, voilà, vous serez assez surpris. Alors si toutes ces personnes-là sont des tueurs potentiels, j'aime autant vous dire qu'on a beaucoup d'inquiétudes à se faire. Se sentant harcelé, accusé à tort, le mari de la disparue refuse de parler à la presse. Il entreprend même de barricader sa maison pour échapper au regard. Il a commencé à bâtir un mur chez lui parce qu'il en a marre de voir débarquer des caméras, des micros, etc. devant sa maison. Il a vécu tout cela de manière très intrusive. Il y a des organes de presse qui ont quand même jugé bon d'aller jusqu'à publier son adresse personnelle. Oui, au bout d'un moment, lorsque cette intrusion-là était médiatique mais devenait physique, quotidienne, il a voulu s'en protéger pour simplement signifier « Laissez-nous tranquilles lorsque je suis à la maison avec mes enfants, laissez-nous tranquilles ». Nous avons cherché à rencontrer Cédric Jubilard pour lui donner la parole. Nous l'avons finalement croisé un soir dans une rue de son village. Excusez-moi de vous déranger. S'il vous plaît. Moi, je vous excuse pas. Vous voulez le petit, soyons sérieux, vous cherchez la merde ou quoi? Non, vous voulez que j'appelle mon avocat et que je vous prenne en photo? Non, vous parlez-vous. Alors, qui est vraiment Cédric Jubilard? Pourquoi semble-t-il attirer les soupçons contre lui? Vous allez voir que dès le début de son histoire avec Delphine, Cédric est victime de préjugés. Delphine et Cédric Jubilard, c'est une romance qui commence un soir d'été en 2004 à Arthès, un petit bourg le long du Tarn, à 7 km de la ville d'Albi. C'est ici que les futurs mariés se croisent pour la première fois. En fait, ils se sont rencontrés très jeunes, autour de 18 ans, lors d'un anniversaire d'une amie commun. Ils se sont rapprochés tous les deux là, ce soir-là, dans une ambiance festive. On boit, on fume, on danse, enfin on s'amuse quand on a 18 ans. Delphine est encore lycéenne, Cédric lui est apprenti peintre. C'est pas le jour et la nuit, c'est pas le yin et le yang, mais c'est quelque chose un peu comme ça. Cette situation est relativement classique. On a une jeune fille de 17 ans qui découvre la vie. On a beau lui dire que c'est pas un mec pour elle, que c'est un bad boy qui fume du shit, qu'il fout rien, etc. Elle y va quand même. Parce qu'elle a senti au fond d'elle quelque chose qui l'a fait vibrer et qui lui donne envie d'y aller. Contre toute attente, ce drôle de couple va durer.
Pour Delphine, Cédric est sa première relation vraiment sérieuse. Et l'inverse est vrai aussi, hein, pour Cédric, Delphine est première relation stable, sérieuse, significative. C'est la première fois qu'ils sont fous amoureux. Je pense que chacun avait envie de se projeter dans une vie amoureuse, avec chacun aussi des problèmes liés au passé. Delphine a connu des drames personnels. Elle a perdu son père lorsqu'elle était très jeune. Donc ils avaient envie aussi de construire quelque chose ensemble, de se projeter dans un avenir heureux, harmonieux, avec des enfants, un foyer, une maison. C'est ici, dans cette modeste maison à Arthès, que le jeune couple s'installe en 2008. Ils ont une petite maison qui est sur le bord de la route, qui ne paye pas de mine. Elle est étudiante donc à l'école d'infirmière. Lui, il a son boulot de plaquiste, peintre. Donc ils sont un peu en difficulté, entre guillemets, financière. Mais ils s'aiment, ils sont heureux d'être ensemble et ils se débrouillent. Nous avons retrouvé un ancien voisin du couple Jubilard. Lorsque Delphine est apparue à la une des médias, il ne l'a pas tout de suite reconnue. Je ne savais pas qui c'était. Vu qu'elle était tellement discrète que c'est quand les gendarmes sont venus claquer aux portes que j'ai fait le rapprochement. Ben lui, on l'a reconnu, bien sûr. Il se reconnaît facilement. Il faut dire que dans le quartier, contrairement à sa compagne, Cédric a eu des conflits de voisinage. Au début, il était sympa, il disait bonjour. Après, petit à petit, pour des petits trucs, il s'énervait. Il voulait montrer que c'était lui le chef, quoi, et voilà. Une fois, il s'était garé devant la baie vitrée, on ne pouvait ni rentrer ni sortir. Lui, il voulait cette place-là, et ça l'énervait s'il n'avait pas la place. Ça a très chauffé, il montait dans les tours. Il cherchait la confrontation, quoi. Avec les proches de Delphine aussi, les relations ne sont pas au beau fixe. Sa réputation de bad boy lui colle à la peau. C'est vrai que dans l'entourage de Delphine, Cédric ne fait pas l'unanimité, loin de là. Delphine a vécu dans une famille qui était très soudée, qui est très unie. Et évidemment, ils veulent le bonheur et tout le bien pour Delphine. Et ils se rendent compte que Cédric, en tout cas en apparence, n'est peut-être pas la personne qu'il lui faudrait. Pourtant, contre vents et marées, Cédric et Delphine affichent publiquement leur amour, comme le montre cette vidéo postée par Delphine pour la Saint-Valentin en 2009. Voici ce que la jeune femme écrit. C'est vraiment toi l'homme de ma vie, je n'ai aucun doute. Cette belle histoire va-t-elle résister à l'usure du temps ? Cédric sera-t-il rattrapé par ses vieux démons ? Tandis que les enquêteurs fouillent le passé du couple, un événement va épaissir encore un peu plus le mystère. « 10 février 2021, voilà presque 2 mois que Delphine Jubilard a disparu et une information troublante fait la une d'un site local. Le téléphone portable de la jeune femme, que les enquêteurs n'avaient toujours pas retrouvé, se serait rallumé et il serait resté actif pendant plusieurs heures. Rallumer le téléphone à distance, c'est pas possible. Donc ça veut dire plusieurs hypothèses. Ce téléphone a pu être trouvé par une tierce personne. Et le réflexe de toute personne qui trouve un téléphone, s'il n'a plus de batterie, on le remet en charge et on le rallume. Deuxième hypothèse, c'est que ce téléphone, il a été rallumé par la personne qui aurait éventuellement enlevé la victime. Et la troisième hypothèse, c'est la victime qui a cherché à rallumer son téléphone. Elle est peut-être encore vivante et elle est partie avec une tierce personne de son plein gré. Alors, serait-ce un signe d'espoir ? Le signe que Delphine est en vie et qu'elle est partie de son plein gré. Pour tous ceux qui la connaissent,
cette hypothèse est totalement saugrenue. L'hypothèse de la disparition volontaire est une hypothèse qui est inimaginable. Ses frères, sa sœur, vous diront toujours qu'elle n'a jamais abandonné sa famille, jamais abandonné ses enfants. C'est pas possible. C'est une hypothèse qui est impensable. C'est une maman exemplaire. Les enfants, elle n'aurait jamais pu les quitter. Jamais. C'est pas concevable, ça. Ça ne cadre pas avec le profil de Delphine. Ça ne cadre pas avec tous les éléments dont nous sommes en possession à ce moment-là, puisqu'elle avait pris ses vacances pour préparer les fêtes. Et oui, c'est une piste qui semble devoir être écartée par quasiment tout le monde. Hein. Pour autant, les enquêteurs ne peuvent exclure totalement la piste du départ volontaire. C'est pourquoi ils vont chercher ce qui aurait poussé Delphine Jubilard à quitter sa famille. Et contre toute attente, vous allez le voir, ils vont trouver quelque chose. Selon les apparences, tout va bien pour le jeune couple. Sur les réseaux sociaux, Delphine affiche aux yeux de tous une vie sans nuages, avec notamment l'arrivée de son fils en 2014. Delphine a mis en image un petit peu toute sa vie, les événements agréables de sa vie. On a le sentiment d'une jeune femme qui prend la vie à fond, agréablement. Cédric, lui, se montre romantique, comme lors de ce dîner à Albi, à la fin de l'année 2011. Il l'avait invité au restaurant. À la fin du repas, au moment du dessert, il avait formulé sa demande en mariage sur le gâteau. Donc c'est vrai que c'est original et en même temps c'est romantique. Donc il sait aussi faire ça. Donc ça se fait, il se marie assez rapidement. En 2013 à Albi, mariage très heureux, mariage d'amour. On a un peu l'impression que c'est lui son premier fan. Il est très fier d'être avec elle. Elle est belle, elle réussit. Il doit même se demander comment il a autant de chances d'avoir réussi à séduire et à être aimé par cette femme. Ils veulent y croire à leur belle histoire et Cédric va tout faire pour être à la hauteur des espoirs que Delphine a placés en lui. Pour le lui prouver, le jeune homme va se lancer un défi à accomplir de ses propres mains. C'est à Cagnac-les-Mines que le couple va lancer le projet de sa vie, dans un lotissement, et plus précisément, sur ce terrain. Ils vont ensemble acheter un terrain et construire une maison donc à Cagnac. Et là, il met un point d'honneur à la construire lui-même. C'est son métier, enfin, il est du bâtiment. C'était une belle promesse d'avenir, cette maison. C'était une façon de prouver à Delphine qu'il était capable de lui bâtir une maison. Pour sa princesse, Cédric voudrait ériger un palais, comme dans les contes de fées. Piscine comprise. Dans le projet immobilier de Cédric, il y a une grande part d'utopie. Pour la piscine, c'est quasiment impossible vu le dénivelé, ou alors ce sera une baignoire. Il y a des difficultés techniques à surmonter. Le pari est risqué, car dans le même temps, l'homme se lance à son compte en tant qu'artisan. Son enseigne, Jubilard & Co. Il avait quitté un emploi précédent parce que c'est vrai qu'il en avait un petit peu marre de... il avait envie tout simplement de voler de ses propres ailes et de tenter la création de sa propre entreprise. Voilà, même s'il ne gagne pas non plus des sommes folles, il est plutôt travailleur. Après, il est très rigoureux, m'a-t-on dit, donc du coup, il va prendre du temps. Travailleur indépendant, avec un premier enfant et bientôt une maison pour toute sa famille, tout semble sourire à Cédric Jubilard. Sauf que dans la réalité, le jeune homme est dépassé. 7 ans plus tard, le magnifique écrin qu'il avait promis à sa femme n'est toujours pas achevé. On a l'impression qu'on a mis les murs, qu'on a mis les toits, on a mis les fenêtres, et puis on l'a laissé un petit peu en l'état. Alors à l'extérieur, c'est très visible, il n'y a pas de crépi, l'espèce de store ou de volet était fermé. La maison, elle n'est pas finie, quoi. Vraiment,
quand je suis allée, c'est vrai que ça m'a un peu choquée. Je pense peut-être que Delphine, elle aurait aimé que ça soit un peu mieux. C'est manifestement un projet qui n'a pas été à son terme et qui pèse, oui, dans la vie du couple. Oui. D'autant qu'entre-temps, la famille s'est agrandie et le quotidien de la jeune maman est de plus en plus compliqué au milieu de ce chantier. Très vite, la réalité va s'avérer très compliquée par rapport à cette maison. C'est-à-dire que soit il n'a pas les compétences, soit il n'a pas le courage d'y travailler. Mais enfin, toujours est-il que les travaux n'avancent pas. Il y a surtout un bazar énorme tout autour de la maison, avec des vélos, des jouets d'enfants, des débris divers et variés qui étaient entreposés là. Qu'il va falloir prendre un chemin compliqué pour pousser le landau. Enfin, très vite, le rêve devient un peu un cauchemar. Avec ce projet de maison, Cédric Jubilard aurait-il vu trop grand? Un événement totalement imprévisible va venir le mettre encore un peu plus en difficulté. Cet événement, c'est la crise sanitaire de la Covid-19. Pour le jeune artisan tout juste installé à son compte, c'est une catastrophe. Et malheureusement, l'année 2020 l'a rattrapé. Et il est vrai que ça ne fonctionnait plus du tout. Il a quelques contrats par-ci par-là, il a souvent des impayés, un confinement qui n'arrange pas ses affaires. Et donc l'argent commence à manquer. Et de l'autre côté, on a Delphine qui travaille d'arrache-pied et qui est la seule à ramener de l'argent à la maison. Face à la crise sanitaire, la jeune infirmière, elle, est en première ligne. Un travail qu'elle exerce la nuit pour mieux s'occuper de ses enfants le jour. C'est la mère de famille quasiment parfaite. Elle gère tout. C'est la femme qui travaille de nuit pour gérer le quotidien de ses enfants. Les repas et tout ce qui va avec. Je faisais les nuits et après elle enchaînait quoi. Elle enchaînait la crèche et l'école et préparait à manger. Je me demande aussi si elle avait du temps pour elle, pour se reposer aussi. Surcharge mentale, maison en chantier, difficultés financières, un cocktail explosif pour le couple qui ne va pas s'en remettre. Cette routine est très lourde à gérer, voilà. Donc au bout d'un moment, le couple se délite. C'est aujourd'hui, Delphine souhaitait partir, souhaitait quitter son domicile. Delphine Jubilard était en instance de séparation, même si n'était pas techniquement en instance de divorce, mais le divorce, l'idée même du divorce était acquise, elle était définitive. L'histoire d'amour de Delphine et Cédric aura duré 16 années. Et quelques semaines seulement avant la disparition de la jeune femme, la procédure de divorce est lancée. Le début de la procédure était lancé en fait courant octobre-novembre. Chacun avait pris un avocat et avait lancé donc les démarches pour divorcer. Cédric aurait accepté le principe d'un divorce à l'amiable. En tout cas, c'est ce qu'il soutient devant quelques journalistes lorsque l'affaire éclate. Il nous dit très précisément, oui, c'est vrai, c'est Delphine qui voulait partir, qui voulait quitter la maison, mais nous faisions le maximum avec mon épouse pour nous comporter en très bonne intelligence pour que les enfants n'en subissent pas les conséquences. Ils ne dormaient pas forcément dans la même chambre. Donc elle dormait souvent sur le canapé ou parfois lui. Il n'y avait rien de formalisé, hein. C'était un couple voilà, qui ne s'entendait plus et ils trouvaient des accommodements. Séparés, mais toujours ensemble, une drôle de situation. Surtout qu'apparemment Delphine envisage déjà sa vie d'après. Et je sais qu'elle avait tout organisé. Elle avait prévu son départ.
Après, elle avait prévu de passer des fêtes de Noël, ça c'était prévu. Mais après, elle devait partir en début d'année. Elle avait déjà prévu ça. Elle avait déjà prévu le logement avec ses enfants. Elle avait demandé la garde exclusive des enfants. Fidèle à son tempérament de femme qui sait ce qu'elle veut, Delphine organise sa nouvelle vie, en laissant peut-être déjà la place à un nouvel amour. En fouillant dans ses communications, les enquêteurs auraient découvert que la jeune infirmière avait noué un contact virtuel via un site de rencontre avec un autre homme. Un contact particulièrement intime. Il y a une relation épistolaire qui s'est nouée sur Internet avec une personne en qui elle a visiblement une grande confiance. L'histoire ne dit pas s'ils se sont connus, rencontrés physiquement. On sait qu'il y a eu de longs échanges entre eux. Il a été en tout cas son amant virtuel. Delphine s'était penchée auprès de quelques amis à elle. Elle se sentait bien dans cette relation où elle se confiait beaucoup. Une sorte comme ça de jardin secret qui s'était construit entre eux. Elle pouvait se confier, dire des choses qu'elle ne pouvait sans doute pas dire ni à Cédric, ni à ses propres amis. Pour les gendarmes, cet amant virtuel devient un éventuel suspect. Et l'homme va rapidement être identifié. L'homme est marié, il habite Montauban, il a même été entendu par les gendarmes. Entre guillemets, il sort de l'équation parce qu'il avait un alibi en béton puisqu'il était avec son épouse dans la fameuse nuit donc du mardi au mercredi 16 décembre. La piste de l'amant de Montauban tombe vite à l'eau, mais l'homme ne serait pas le seul que Delphine fréquentait sur Internet. Selon les médias, quelques jours après la disparition, Cédric Jubilard aurait fait une troublante découverte en fouillant dans les papiers de Delphine. Il va découvrir un petit peu la double vie de Delphine, puisqu'il va effectivement tomber sur des talons de chèque, sur des relevés bancaires. Cédric trouve des traces de réservation de Airbnb, d'hôtels. Lui découvre véritablement la vie cachée de sa femme à ce moment-là. Delphine Jubilard avait peut-être, pris goût à plaire à d'autres hommes. Et c'est un schéma relativement classique quand un couple s'est délité et que les choses sont dites. En apprenant ses escapades en catimini, les enquêteurs imaginent que si Delphine Jubilard a quitté son domicile en pleine nuit, ce n'était peut-être pas pour promener les chiens. Elle avait peut-être rendez-vous avec quelqu'un ce soir-là. Un amant, on peut l'imaginer. Cette trace olfactive qui s'arrête au panneau stop, ça invite à penser à un rendez-vous qui aurait été convenu à l'avance, où une voiture serait venue chercher Delphine. Un rendez-vous nocturne et qui se serait terminé en drame. Face à une disparition aussi mystérieuse, il est tentant de chercher une explication. Mais cette hypothèse, là encore, semble fragile. Bon, Delphine aurait quitté son domicile avec son téléphone en disant « Tiens, je vais faire coucou à cette personne qui est pas très loin ». Vous jugez que c'est crédible ? On a rarement vu dans les affaires criminelles un amant qui vient d'arriver, entre guillemets, dans la vie de la disparue, être l'auteur. Les amants ne tuent pas leur maîtresse. L'hypothèse de l'amant meurtrier ne semble donc pas la piste privilégiée dans la disparition de Delphine Jubilard. Pour autant, cette possible double vie de la jeune femme ouvre une dernière perspective pour les enquêteurs et un retour au premier plan du suspect numéro 1. Et si la jalousie était la cause de tout ? Et si Cédric Jubilard avait découvert plus tôt les factures de la jeune femme? Et si les chiens de la gendarmerie s'étaient trompés et que Delphine n'avait jamais quitté sa maison? L'homme avait un profil, il pourrait désormais avoir un mobile sérieux.
Et il y a effectivement l'hypothèse selon laquelle Cédric fouille dans les affaires de sa femme, découvre l'existence d'amis, d'amants, de gens qu'elle rencontre, virtuels ou pas virtuels. Peut-être que ça l'a rendu fou. Car contrairement à ce que Cédric a dit aux journalistes, l'homme ne semblait pas avoir complètement accepté l'idée de la séparation. Je pense qu'il a mal vécu quand même. C'est elle qui gérait tout. Quelque part, il part tout. Il part tout parce que, voilà, comme c'est le pilier, tout s'effondre. Delphine avait avancé de son projet de vie future. Lui, visiblement, Cédric n'en était pas encore là. Il avait gardé quand même un petit espoir de réconciliation, mais bon, avec les enfants, je pensais qu'ils allaient pouvoir trouver peut-être un accommodement. Sauf que si Cédric espérait recoller les morceaux avec son épouse, il ne s'y prenait pas vraiment de la bonne façon, bien au contraire. Cet ami du couple a assisté à des scènes qui, aujourd'hui, prennent une toute autre dimension. Il a rabaissé devant tout le monde, avec des paroles des fois blessantes. Après, voilà, dans leur couple, j'imagine que ça devait être pire. Mais déjà, devant les gens, Cédric, c'est quelqu'un quand même qui est impulsif. Donc peut-être que pour pas accentuer la chose, il préférait se taire, quoi. Delphine aurait-elle fini par ne plus supporter cette situation ? Une dispute aurait-elle éclaté la veille de la disparition ? Les enquêteurs ont cherché à savoir si une dispute avait pu éclater. Mais Cédric Jubilard et son fils contestent l'idée qu'il y ait eu une dispute particulièrement forte entre les deux époux. Quand bien même il y aurait eu une dispute, est-ce que cela signifie pour autant qu'il aurait participé de près ou de loin à la disparition ? Parce que les spéculations aillent bon train, c'est une chose, qu'elles soient fondées, c'en est une autre. Pour y voir plus clair, les gendarmes vont passer le domicile des Jubilard au peigne fin, à la recherche du moindre indice qui prouverait que la scène de crime est en fait sous les yeux de tout le monde. Tout a été fouillé, on le sait, de fond en comble dans la maison avec d'énormes moyens et les dernières technologies scientifiques. Les gendarmes ont tout fait. On a passé la maison au sonar qui permettent de rechercher des cavités entre les cloisons, dans les vides sanitaires, sous les dalles. La maison a été passée entièrement au Blue Star, le procédé chimique qui révèle des taches de sang même quand elles ont été lavées. Sans résultat. Tout a été analysé, jusqu'aux cheveux des enfants, pour déceler s'ils n'auraient pas été drogués cette nuit-là, afin qu'ils ne s'aperçoivent de rien. Les magistrats ont demandé une analyse toxicologique pour savoir s'ils n'auraient pas été sous l'emprise de somnifères, par exemple. Les résultats de ces analyses ne sont pas encore connus à ce jour. Officiellement, rien n'a été retrouvé, ni le corps de Delphine Jubilard, ni le moindre signe d'une altercation violente. En tout cas, rien ne filtre des investigations en cours. Les gendarmes sont très discrets, il n'y a rien, absolument rien qui sort, et tant mieux pour l'enquête, parce que la moindre information qui pourrait sortir pourrait mettre l'enquête en danger, bien sûr. Les enquêteurs ont peut-être un élément important sous le coude, et qu'ils se gardent bien pour l'instant d'en parler, ça c'est tout à fait possible. À ce jour, si Cédric Jubilard a été entendu à plusieurs reprises, c'est à chaque fois comme simple témoin. Il n'a jamais été placé en garde à vue et encore moins mis en examen. Se pourrait-il qu'il s'agisse d'un crime parfait, un crime sans cadavre ni trace? Ou alors Cédric Jubilard, qui vit toujours sur place avec ses enfants, est-il tout simplement innocent? De leur côté, les proches de Delphine se gardent bien de prendre position. D'abord, il y a une prudence qui s'impose parce qu'ils ne savent pas, tout simplement. Ils sont eux aussi dans l'expectative, l'attente. Et puis, il y a une envie aussi de ne pas insulter l'avenir, puisque si l'on découvre que Cédric Jubilard n'y est pour rien,
Il y a certaines personnes aussi qui craignent un peu un retour de bâton et puis de ne plus avoir de contact du tout avec Cédric et aussi avec ses enfants. Les semaines, puis les mois d'angoisse défilent. Pour les proches de Delphine, l'attente est devenue insupportable. Elle gardait espoir, mais à côté de ça, le temps qui passe fait que cet espoir diminue jour après jour. Cet espoir s'amenuise. Et si l'issue serait défavorable, retrouver le corps de leur sœur et trouver un lieu pour se recueillir auprès d'elle. Delphine Jubilard demeure la disparue du Tarn. À ce jour, l'affaire de la jeune infirmière d'Albi, son incompréhensible départ en pleine nuit, n'a toujours pas révélé tous ses mystères.